vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Au sud de Montréal, le projet Nordvolt vient de démarrer. Ce coup d'envoi aux travaux se déroule dans la grogne de nombreux groupes environnementalistes québécois et de l'inquiétude de chercheurs des milieux humides. L'entreprise suédoise construit actuellement une usine de fabrication et de recyclage de batteries à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville en Montérégie. Le projet a débuté à la mi-janvier avec le déboisement d'un vaste terrain. Le Centre québécois du droit de l'environnement a tenté d'interrompre les travaux avec une demande d'injonction. La Cour supérieure du Québec vient de débouter cette demande. Il reste cependant quelques questions autour de l'acceptabilité sociale de ce projet et de conservation des milieux humides. Alors, quels seront les impacts environnementaux de Nordvolt? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, aujourd'hui, nous intéressons aux impacts environnementaux du projet Nordvolt. Le projet d'usine de batterie lithium-ion en Montérégie échappe au Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, mais pas à la colère des nombreux groupes environnementalistes. Nous allons voir pourquoi avec nos invités. Donc, aujourd'hui, Stéphanie Pellerin, qui est botaniste au Jardin botanique de Montréal et professeure associée au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis aussi en compagnie de Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Nordvolt va de l'avant et déboise. L'entreprise suédoise de fabrication de batteries de lithium-ion devrait obtenir pour son projet les autorisations prévues à la loi sur la qualité de l'environnement, mais elle a échappé à un BAP. Elle a cependant pris certains engagements, comme la préservation de 50 hectares de milieux humides et de préserver l'habitat du petit blongios ou petit butor, une espèce désignée vulnérable. Pourtant, il reste bien des questions sur les impacts des milieux humides de ce projet, n'est-ce pas, Monsieur Bonin? Oui, écoutez, on parle quand même du plus gros projet industriel de l'histoire du Québec, projet privé. C'est un projet quand même majeur qui est subventionné encore une fois par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, des subventions qui peuvent aller jusqu'à 7 milliards de dollars. Et l'enjeu principal actuellement, au-delà du débat qu'il faudra avoir aussi sur est-ce que c'est le genre d'industrie qu'on peut se permettre, qu'on a le luxe de se permettre au Québec, c'est très énergivore, ça prend évidemment beaucoup de terrain. L'enjeu principal, c'est que le gouvernement a changé les règles environnementales, les règles pour les évaluations, et a fait en sorte que ce projet-là, qui aurait dû normalement être soumis à une évaluation indépendante publique et à des audiences publiques par le Bureau d'audience publique en environnement, eh bien, en raison des changements réglementaires dans la dernière année par le gouvernement, ce projet-là échappe à l'évaluation environnementale. Et ça fait en sorte qu'on n'a pas d'étude d'impact de la part du promoteur. Donc, il n'est pas possible de savoir quels vont être les impacts. On n'a pas la possibilité de poser des questions aux promoteurs, également au gouvernement du Québec, et d'obtenir des réponses. Et il n'y a pas la possibilité également de présenter nos positions, que ce soit les positions des scientifiques, les positions des groupes environnementaux, les positions des citoyens, pour justement faire ce qu'on fait normalement au Québec, qui est d'améliorer des projets, de poser des questions, de faire en sorte que le promoteur est obligé de répondre. Il y a un pouvoir d'enquête au BAP, mais tout ça s'est évacué et c'est extrêmement inquiétant parce que si le gouvernement veut aller de l'avant avec ce projet-là, eh bien, il devrait y avoir de la transparence, il devrait y avoir aussi des contributions indépendante pour faire en sorte que s'il veut vraiment aller de l'avant, bien que le projet soit bonifié, qu'on minimise les impacts au maximum. Et actuellement, c'est pas le cas, avec des impacts évidemment sur la déforestation. On parle de plus de 8 000 arbres qui vont être déforestés, sur les milieux humides, là, près de 130 000 mètres carrés de milieux humides qui vont disparaître, alors que c'est une denrée rare, particulièrement en Estrie, en Montérégie, mais aussi évidemment dans ces villes-là, avec des espèces menacées. On parle de quand même près de 21 espèces menacées qui fréquenteraient ce site-là, 142 espèces d'oiseaux, des enjeux avec des espèces, entre autres de tortues, inscrites à la liste des espèces menacées, des impacts pour le chevalier cuir
cuivrée, qui est une espèce menacée endémique là, qu'on retrouve seulement au Québec. Et il y aura du pompage d'eau directement dans la rivière Richelieu, dans un endroit où c'est un site d'habitat essentiel du Chevalier Cuivé avec du relâchement d'eau. Donc, il y a plein de questions, plein d'inquiétudes. Et malheureusement, le gouvernement n'a pas encore décidé de faire une évaluation environnementale indépendante et c'est ce qu'on demande. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la réglementation par rapport à ça? Est-ce que c'est parce que l'usine est immense ou est-ce que c'est le type d'usine qui obligerait justement une réglementation? En fait, il faut comprendre le régime actuellement au niveau des évaluations environnementales a des déclencheurs automatiques lorsqu'on parle de projets à haut risque, par exemple, au risque d'impacts environnementaux, d'impacts sociaux, d'impacts économiques aussi. Et là, le gouvernement, ce qu'il a fait essentiellement, c'est qu'il a changé le seuil à partir duquel une usine de batterie est soumise automatiquement à une évaluation par le BAP. Ce seuil-là, il a été relevé lors de la dernière année, ce qui fait que avec les quantités de minerais utilisés ou qu'envisage d'utiliser Nordvolt, elle n'est pas soumise automatiquement à une évaluation environnementale. L'autre manière de soumettre à une évaluation environnementale indépendante, c'est le pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Donc le ministre a aujourd'hui, encore au moment où on se parle, le pouvoir de dire ce projet-là, il y a plusieurs inquiétudes, les gens se posent des questions, il y a des impacts potentiels, il y a des enjeux d'acceptabilité sociale, donc il pourrait soumettre ce projet-là et faire en sorte justement qu'on ait un véritable débat avec des chiffres et qu'on contribue, si le projet va de l'avant, à améliorer ce qui est proposé parce que de toute évidence, il y aura des impacts et fort probablement des impacts qui auraient pu être évités si on fait une vraie évaluation environnementale. Oui, Madame Pellerin, rappelez-nous l'importance des milieux humides au Québec. Oui, en fait, juste avant, je prendrais le temps de dire, vous avez débuté en disant que la compagnie a pris un engagement de protéger, de restaurer, tout ça. Donc, ce n'est pas un engagement qu'elle a pris, c'est une obligation dans la loi. Donc, toute entreprise qui détruit des milieux humides a l'obligation de compenser. Donc, c'est pas parce que c'était pas volontaire, c'est que c'est un engagement contraint un petit peu. Exactement, mais on entend beaucoup que la compagnie a pris des engagements. La compagnie a l'obligation de prendre ces engagements. Oui, merci de cette précision. Pour ce qui est des milieux humides, évidemment, les milieux humides, ils ont plusieurs services écologiques qu'on peut dire. On les appelle les reins de la planète. Donc, ce sont des milieux qui purifient l'eau. Donc, un eau contaminée qui passe à travers un milieu humide va en sortir un peu de meilleure qualité. C'est aussi des milieux qui vont contrôler les quantités, la qualité de l'eau, mais aussi les quantités d'eau. Donc, en période, par exemple, de crue printanière, va permettre d'atténuer les inondations. À l'inverse, en période de sécheresse, va s'assurer que les cours d'eau vont rester alimentés. Ce sont parmi les plus grands accumulateurs de carbone. Donc, oui, on va détruire des infrastructures vertes naturelles qui captent de carbone pour produire une industrie verte. Les milieux humides, c'est aussi des habitats essentiels pour plusieurs espèces, dont le petit blongiot, les tortues, des espèces de plantes. Donc, c'est vraiment des infrastructures vertes importantes pour tout ce qui est la gestion des eaux. C'est un maillon important. Et dans le secteur, je rappellerai que dans le secteur de cette région-là, il ne reste plus que 1,5 % de la superficie du territoire dans la vallée du Richelieu qui est constituée de milieux humides. Le long de la vallée du Richelieu, pour retrouver plus en amont des milieux humides de cette taille-là, il faut aller jusqu'à Saint-Blaise, pratiquement à la frontière avec les États-Unis. Donc, on est déjà sur une rivière où on a détruit pratiquement tous les milieux humides qui sont adjacents à la rivière. Donc, c'est vraiment une importance capitale. Justement, qu'est-ce qui est peut-être spécifique dans la région? Parce qu'on pourrait dire le Québec est très grand, puis si on calcule le terrain de l'usine versus tout le Québec, ça représente qu'une infime partie de notre territoire, puis qu'on pourrait dédier à ça finalement? Tout à fait. Le Québec est très grand.
aller préserver un milieu humide le long de la rivière Aricana, en Abitibi, ne permettra en rien de protéger les résidents de la région du Richelieu pour ce qui est de la qualité et les quantités d'eau qui sont dans le territoire. Donc, c'est sûr que la conservation, la gestion territoriale doit se faire à une échelle qui est conséquente. On peut tout protéger dans le nord et se retrouver avec des terres contaminées au sud. Ça se pourrait. Mais est-ce que le résident bénéficierait des effets des lots de fraîcheur des milieux humides qui sont dans le nord? Non. Donc, la réalité, c'est qu'il faut gérer à un niveau qui est réaliste. Et le niveau qui est réaliste dans le sud du Québec, c'est à l'échelle du bassin versant ou à la limite à l'échelle de la région, par exemple de la Montérégie. Et dans ces régions-là, on est déjà en déficit. On est même plus au seuil où on peut se permettre de dire on peut en perdre encore quelques-uns. Le long de la rivière Richelieu, il n'y en a pratiquement plus de milieux humides qui sont le long de la rivière Richelieu. Donc, on n'est plus dans une étape où on se dit on en a encore plusieurs, c'est pas grave, on va les perturber. Non, on est vraiment à l'étape où tous les milieux humides qui restent, les 1,5 % de superficie de notre territoire, on doit les protéger. Oui, puis on vit beaucoup dans le sud, donc aussi on vit avec ces milieux-là aussi. Là. Exactement. Les services écologiques que les écosystèmes nous rendent ne le font que s'il y a une demande, et la demande généralement est de proximité. Donc, c'est les services écologiques que ce milieu humide-là rend, que ça serait pour les amateurs de faune, de flore. C'est pour les gens de la région de McMasterville, Saint-Basile-le-Grand. C'est pas pour les gens de l'Abitibi ou Saguenay, là. Oui. Un document de la firme Cima Plus Écogénie rapporté par Le Devoir en novembre dernier avait fait état d'un rapport sur les inventaires floristiques et la caractérisation des milieux humides et hydriques, et il répertorie près de 70 milieux humides avec des étangs, marais, marécages, arborescents. Qu'est-ce qui risque de disparaître avec ce projet-là de ces milieux? Peut-être M. Bonin? C'est très difficile de le dire. Il faut comprendre qu'en ne soumettant pas ce projet à une étude d'impact et aussi à une évaluation publique, on n'a pas ces documents-là. Comment fonctionne le gouvernement actuellement? C'est une approche totalement obscure, en ce sens qu'il n'y a pas de transparence. Donc, pour obtenir les détails de ce qui est proposé comme développement sur le terrain, de manière à savoir justement quels vont être les milieux qui vont être impactés, il faut soumettre une demande à la loi d'accès à l'information. Ça fait en sorte que ça prend plusieurs semaines, voire ça peut prendre même des mois, avant d'obtenir justement les documents qui ont été déposés. Et là, ça fait longtemps, on parle de septembre, les premiers documents qui ont été déposés par Nordvolt. Donc, en l'absence de ces documents-là, c'est très difficile de savoir est-ce que l'entreprise a maximisé, par exemple, la préservation proposée. Si on n'a pas cette information-là, on n'est pas justement en mesure de proposer, par exemple, des alternatives. Et à la base, ce qu'il faut garder en tête avec le portrait qu'on a, entre autres, au niveau des milieux humides dans la région, c'est qu'il faut tout faire pour éviter des pertes supplémentaires. Actuellement, ce qui se passe, c'est que l'entreprise va sur le terrain, est en train de renflouer des milieux humides, de couper des arbres, et tout ça sous prétexte qu'elle fera une compensation plus tard. Elle a 3 ans pour faire une compensation. On ne sait même pas elle est où. Donc, l'idée de compenser, c'est la dernière solution lorsqu'on a évalué tous les impacts, lorsqu'on a évalué toutes les options alternatives. Et l'entreprise, pour vous donner à quel point c'est un peu risible, cette idée de compensation, elle va mettre près de 5 millions de dollars en compensation. Comparer ce 5 millions de dollars-là aux 7 milliards à peu près qui vont être investis par le gouvernement fédéral et le provincial, c'est une poignée de petits changes, ce 4 millions-là. Et encore une fois, il faut revenir au fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va être fait comme compensation, quelle va être la qualité de cette compensation-là, même si on a énormément de problèmes avec le concept de compensation, il faut comprendre que recréer des milieux humides, c'est extrêmement compliqué. C'est des milieux qui sont en synergie avec des bactéries, avec des espèces qui s'installent, et de recréer ça de toutes pièces, il est certain que la qualité risque de ne pas être équivalente. Même chose pour tout le couvert arboricole, pour les arbres. Lorsqu'on coupe des arbres qui peuvent avoir
dans certains cas des dizaines d'années. Et évidemment, ça va prendre énormément de temps avant qu'ils se réimplantent, quelles espèces vont être là, avant qu'ils se développent et qu'ils créent des écosystèmes qui pourraient être équivalents à ce qu'on a actuellement. Donc, c'est des enjeux, évidemment, pour l'habitat des espèces, qu'elles soient aviaires. Il y a des oiseaux aussi migrateurs qui passent par là énormément. Tout ce qui est la faune également, en général. Je vous parlais des tortues, mais là, les tortues, ils vont se faire enterrer vivantes essentiellement actuellement. Là, c'est ça qui se passe sur le terrain. Et même chose pour les autres espèces. Il y a des enjeux au niveau des corridors également, de comment on s'assure que le peu d'espace naturel qui reste dans la région est connecté pour s'assurer d'avoir justement des corridors de migration, par exemple, pour ces espèces-là. Donc, il y a une panoplie d'impacts inévitables qui vont se produire, qui auraient probablement pu être évité. Et il est là le problème. L'idée de détruire pour compenser plus tard, il ne faut pas penser que c'est une solution acceptable d'emblée comme ça. C'est la dernière des solutions et encore, avec la réalité actuellement de disparition de la biodiversité, alors qu'on est en crise de perte de biodiversité, de perte des milieux naturels, particulièrement les milieux humides, il faut se donner justement les outils pour faire une bonne planification et faire en sorte que les communautés, les spécialistes, les groupes environnementaux et autres puissent contribuer à cette analyse-là, pas d'avoir un gouvernement derrière des portes closes qui travaille avec une entreprise et qui, je le rappelle, par exemple, avait, le gouvernement, rejeté un projet qui empiétait 2 fois moins sur la destruction de milieux humides pour le même terrain de Nordvolt. Et ce refus-là de donner une autorisation par le gouvernement, par le ministère de l'Environnement, ça date d'il n'y a même pas 1 an. C'était un autre promoteur, donc pour un projet dont on n'a pas tous les détails, mais qui de toute évidence, a été identifié comme portant atteinte importante au milieu naturel et à la biodiversité. Le gouvernement avait rejeté. Et là, on a ce qu'on appelle une fast track ou une voie rapide où le gouvernement se précipite et donne des autorisations alors qu'on ne connaît pas les impacts. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Pellerin, on est encore en hiver, le printemps s'en vient, la migration et tout ça. Mais pour vous, quelle est l'urgence actuelle? L'urgence actuelle, c'est que c'est en train de se faire détruire et je suis d'accord avec ce que M. Bonin disait. Un des problèmes aussi qu'on a, je suis d'accord que parfois, on n'a pas parfois, il faut compenser. Parfois, c'est la dernière étape et on doit se rendre là. Présentement, on ne semble pas avoir évalué les étapes au préalable. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, sachant qu'il y a moins de 2% de milieux humides dans la région, c'est où on va créer, où on va restaurer les milieux humides qui sont détruits dans cette région-là. Le territoire est manquant. Donc, c'est une perte nette de milieux humides pour cette région-là, j'en suis convaincue. Et donc, c'est présentement que c'est en train de se faire. Donc, pour moi, c'est là l'urgence. Et j'ai l'impression qu'on est dans un développement des années 70. Oui, je comprends qu'on est sur un terrain zoné industriel, mais il a été zoné industriel quand, comment, est-ce qu'on a fait une évaluation des terrains disponibles dans la région? Est-ce qu'on a fait, il y a beaucoup d'inconnus. Et c'est là pour moi, est-ce qu'on est vraiment dans l'urgence de construire cette usine-là? Est-ce qu'on peut se permettre d'entendre ce que les citoyens ont à dire comme inquiétude? Est-ce qu'on peut se permettre de comprendre ça sera quoi les impacts, par exemple, de l'utilisation de l'eau sur le Richelieu, par exemple, sur l'habitat du Chevalier Cuivré, alors qu'on a un autre gros projet qui s'en vient dans son habitat avec le port de Contrecoeur. Donc, on n'a aucune idée. C'est surtout ça. C'est qu'on n'a aucune idée. Ils ont l'intention de compenser, mais on n'a aucun plan. Alors que c'est très facile pour eux de choisir un terrain en l'espace de quelques mois. On n'a pas encore un plan. C'est quoi? Oui, restaurer 50 hectares de milieux humides, mais où, quand, comment? On n'a pas les détails. Hein. On n'a pas les détails. C'est impossible et on n'a pas surtout pas les détails des impacts. C'est vrai que le site a été refusé pour construire il y a moins d'1 an. Et l'évaluation disait que c'est des sites très, très importants et tout d'un coup, ça ne le devient plus.
c'est une incompréhension, en fait. Oui. On parle d'étangs, on parle de marées, de marécages arborescents. On parle aussi d'hirondelles de rivage, de goglus des prés ou du petit blongiot. Pour vous, c'est quoi qu'on risque de perdre d'un point de vue C'est tout ça. En fait, le problème, c'est que globalement, on ne perdra rien. Le petit blongiot va aller ailleurs, va trouver... il y en a ailleurs, il y en a... Donc, c'est pas... c'est plutôt rassurant, mais... Oui, c'est rassurant, mais pas tant que ça, parce qu'on ne sait pas, on est rendu à quelle étape. Est-ce qu'on est encore... Notre avion qui a perdu plein de boulons, est-ce qu'on est encore capable de la faire voler? À quel moment le système de la rivière Richelieu va complètement cracher? Est-ce que c'est le boulon de trop? On ne le sait pas. Malheureusement, les gens oublient vite. Je rappellerai qu'en 2011, on a eu les plus grosses inondations au Québec le long du Richelieu. C'était la panique. Il faut protéger tous les milieux humides qui sont en abat du Richelieu. Et on est une décennie plus tard et tout le monde semble l'avoir oublié. Donc, un coup qu'on a eu notre argent pour restaurer notre maison, reconstruire nos patios, c'est plus grave maintenant parce qu'il n'y a plus d'inondation. La prochaine va être dans 100 ans. Oui, mais c'est ça. C'est en plus, ce type d'usine préfère un milieu plutôt sec, d'après ce que j'ai pu lire. Monsieur Baudin, justement, au point de vue environnemental, vous avez regardé... avant, mais après, lors de la production, il y aura de la pollution aussi, il y aura des prises d'eau, justement. Professeur Pellerin l'a souligné. À quoi on peut s'attendre avec l'arrivée et l'installation donc, de Norvolt sur ce terrain-là? Et vous avez raison, là, il faut voir ce projet-là comme étant un tout aussi. Là. Il y a des impacts actuellement sur le terrain pour la construction de routes, pour le renflouement de milieux humides, pour la coupe d'arbres. Donc, on a des impacts immédiats. Ça, c'est pour la préparation du terrain. Et là, le gouvernement a donné cette autorisation-là. Pour ce qui est des impacts de la construction de l'usine et son utilisation, là-dessus, on a évidemment des doutes et des craintes, mais cette information-là, elle n'est pas disponible. Alors que pour évaluer un projet, il faut avoir l'ensemble du portrait et par la suite faire l'évaluation des impacts cumulatifs. Lorsqu'on parle d'une usine qui est, je le rappelle, là, le plus gros projet industriel privé de l'histoire du Québec, c'est gigantesque. On parle évidemment de près de 56 000 tonnes de minerais qui vont arriver. Ils ne vont pas arriver comme ça du ciel. Il va y avoir évidemment du transport pour rapporter ce minerai-là. Il va y avoir des procédés industriels qui vont être utilisés avec potentiellement un relâchement dans l'air de contaminants. De quelle ampleur, avec quelle concentration. Il y a aussi évidemment des enjeux majeurs au niveau du transport en tant que tel pour la région. Lorsqu'on parle d'une usine de près de 4000 personnes, ces personnes-là vont devoir se déplacer avec des enjeux actuellement qu'on connaît déjà au niveau du transport, de la congestion, etc. Il faudra loger ces gens-là aussi. Où seront-ils logés? Quels seront les impacts sur les communautés? Une usine du genre, il faut également l'alimenter en électricité. Et quand on parle d'électricité pour la plus grosse usine privée de l'histoire du Québec en termes de dollars, là, c'est à terme 360 mégawatts. 360 mégawatts, c'est l'équivalent en termes d'énergie de ce qui est requis pour alimenter 60 000 maisons. Évidemment, il y aura des ajustements à faire au niveau des lignes de transport. Il y a une réalité où le Québec s'en va vers la fin des surplus d'électricité. On en entend beaucoup parler. Et là, le gouvernement donne des mégawatts pour une nouvelle industrie. Ce qui veut dire que, par exemple, une ville comme Saint-Bruno, qui est dans la même région, elle propose un projet d'écoquartier aujourd'hui, au moment où on se parle, et elle se fait dire par Hydro-Québec et le gouvernement qu'il n'y a pas d'électricité pour être en mesure d'avoir un projet 100% électrique, qu'il faudra utiliser du gaz parce qu'il n'y a pas assez d'électricité pour des bâtiments où on pourrait mettre de l'électricité. Donc, il y a des choix importants qui sont faits. Il y a aussi des coûts, évidemment, parce que si ces 360 mégawatts ne sont plus disponibles, eh bien, il y aura une construction supplémentaire de production. Est-ce qu'on va commencer à harnacher, par exemple, des nouvelles rivières pour alimenter une usine de batterie dite verte? Il faut quand même se poser ce genre de questions-là.
quel genre d'usine va être mise en place, quel genre de bâtiments vont être mis en place en termes de consommation d'énergie, quel prix ils vont payer, sachant par exemple que les nouveaux projets d'éolien, c'est 11 cents le kilowattheure, que ça revient, le coût de production des nouveaux projets, eh bien, actuellement, le tarif industriel est à 5 cents le kilowattheure. Donc, cette usine-là aussi aura une subvention en termes d'énergie à laquelle il faut évidemment réfléchir et se poser des questions. Si c'est la fin des surplus, où devrions-nous utiliser notre électricité en priorité? Est-ce que c'est pour électrifier les bâtiments, électrifier les transports, électrifier les entreprises qui existent déjà, ou c'est pour donner nos derniers mégawatts à des industries qu'on fait venir comme ça? Donc, ce genre de questions-là, c'est aussi ce pourquoi on demande, écoutez, on a besoin d'une évaluation complète, globale, pour pouvoir obtenir les réponses. Et il se peut que cette usine soit une bonne chose, mais actuellement, il y a tellement de questions auxquelles on n'a pas de réponse et il n'y a pas de transparence de la part du gouvernement. C'est totalement légitime de se dire on a des craintes et l'acceptabilité sociale, évidemment, ne vient pas lorsque les gens se sentent floués et n'obtiennent pas des réponses à leurs questions pour un projet dans lequel le gouvernement investit et est juge et partie. Oui, professeur Pellerin, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que le projet est là pour les milieux humides, pour des mesures de mitigation, là, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il nous reste quelque chose à faire? En fait, je crois que la chose qu'il nous reste à faire, c'est se mobiliser pour espérer faire que le ministre utilise son pouvoir de demander lui-même un BAP. Donc ça, c'est encore possible. On a encore quelques semaines pour le faire parce qu'il y a, si je ne me trompe pas, 3 mois entre le moment où le projet est soumis et le moment où le ministre peut demander un BAP. Donc, il y a encore cette étape-là. Sinon, je pense que si ça va de l'avant, pour ce qui est à être détruit, sera détruit et il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on pourra y faire. Donc, si on doit bouger, c'est maintenant que le ministre peut faire en sorte. L'idée d'un BAP, c'est pas d'arrêter nécessairement le projet, c'est d'avoir les informations, d'avoir de la transparence, de rassurer peut-être ou justement de se dire « Oh non, ça n'a pas d'allure. » Pour l'instant, c'est qu'on navigue un peu dans le brouillard. Et ce qu'on veut, c'est avoir l'information, tout simplement. Oui, on manque d'informations. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Stéphanie Pellerin, botaniste au Jardin botanique de Montréal et professeure associée au département sciences biologiques de l'Université de Montréal, et de Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Voilà ce qui termine l'émission. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, Fanny Robert-Cher, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission. Si vous l'avez aimée, comme toujours, partagez-la et visitez également la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous une très belle semaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique